dirigeant, gouverneur, et qui détourne 10 millions de dollars, c'est un gars qui manque de l'ambition. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube, Entre nous Télévision. Entre nous Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Quant à moi, je suis très heureux de vous savoir encore très nombreux devant vos écrans pour suivre votre émission À vos marques, qui est présentée par votre humble serviteur Stani Matouli. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, nous recevons quelqu'un de très spécial qui va essayer de répondre à nos questions. Très connu pour ses franches prises de position en matière sociale et politique, il nous fait l'honneur de se présenter ici sur cette émission afin de pouvoir donner quelques éclaircissements dans certaines matières que nous allons développer. Il est avocat formé à l'université de Kinshasa, où il a obtenu sa licence en droit de 1999 en 2004, puis a été à l'université de Nantes, où il a obtenu un diplôme sur l'éthique des droits de l'homme, avec convention très bien, et enfin a obtenu un master en droit international de l'environnement de 2008 en 2009 à l'université de Limoges. Il est avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, spécialiste du droit des affaires, droit privé congolais et contentieux civil. Il a animé plusieurs journées scientifiques sur le droit, mais également, il n'est pas que ça, il est également écrivain, slammer, acteur culturel. Il nous fait l'honneur de répondre à nos questions. Vous l'avez donc reconnu, c'est donc Maître Tatalongi Biatitude. Pourquoi avoir choisi Tatalongi Biatitude comme pseudonyme? Bon, il y a plusieurs raisons. La plus simple, on va dire la plus prosaïque, c'est que j'ai toujours eu du mal avec les réseaux sociaux. La part de dénuement qu'elles nous impliquent, qu'ils impliquent. Et donc, souvent, je me suis inscrit plusieurs fois sur Facebook, par exemple, successivement, parfois avec mon nom, mais j'étais jamais à l'aise. Je revenais avec un autre nom généralement. Donc, lorsque je revenais avec un autre nom, j'utilisais un surnom qui était Biatitude, qui est une déclinaison de mon nom en fait, parce que je m'appelle Bia. Et puis par la suite, j'ai ajouté Tatalongi parce que c'est comme ça que mes amis m'appelaient, donc m'appellent, donc parce que voilà, parce que Tatalongi ça veut dire enseignant. J'ai une certaine propension à vouloir être donneur de leçons. Donc, voilà, ça vient notamment de là, mais aussi parce que en quittant l'université, moi j'avais des ambitions d'y rester comme chercheur, comme assistant et tout ça. Et j'y suis resté pendant un temps. Donc ça venait de là, de mes années. J'ai endossé ça et puis c'est devenu comme un deuxième personnage que j'ai créé virtuellement. Et lorsque j'ai décidé de publier mon premier livre littéraire, Les Gènes, c'est donc tout naturellement que je l'ai fait sous le nom de Biatitude, donc de Tatalongi Biatitude. Biatitude, ça fait un peu religieux, comme... Oui, c'est possible, mais enfin, si on veut, il y a de la spiritualité dans tout. Hein. Moi, j'aime bien cette idée mais c'est surtout Biatitude de pluriel en fait. C'est un peu Bia-attitude en fait. C'est parce que j'ai toujours en m'amusant, mais pas que, considéré que j'étais un peu pluripersonnel. Il y avait plusieurs personnalités, j'étais plusieurs personnes en moi, rien que professionnellement, j'ai déjà plusieurs casquettes. Et donc, pour assumer tous les mois possibles, j'ai donc plusieurs bias que je porte. Et donc, Biatitude s'inscrit vraiment dans cette logique-là. Oui, vous avez plusieurs casquettes. Comment est-ce que vous arrivez à surfer dans différents mondes? Des fois, vous êtes avocat et puis homme littéraire, homme de lettres. Comment vous arrivez un peu à... Ça se passe comment chez vous? Et donc, je suis très à l'aise lorsque je dois me démultiplier, me contredire, voilà,
sortir de la boîte, entrer dans une autre, et puis voilà, je pense que c'est lié vraiment à ma personnalité, à mon caractère, voilà quoi, donc je suis plus à l'aise comme ça que si je devais rester dans une seule case, dans un seul couloir. Tout en étant écrivain, mais aussi avocat. Comment est-ce que l'une des casquettes n'a pas une certaine influence sur une autre? Bien sûr qu'il y a une influence, déjà qu'on occupe le même corps physique, et donc on occupe le même temps, j'ai juste 24 heures pour être tout ça, pour faire tout ça. Donc, oui, bien sûr que ça s'imbrique, c'est lié, mais bon, même personnellement, ça me pose pas de problème, sauf peut-être que je dois dormir un peu moins que la moyenne, mais voilà, c'est quelque chose qui me paraît tout naturel, je pense. Merci beaucoup. Nous allons un peu nous apaisantir sur votre casquette d'écrivain, parce que c'est celle qui nous a vraiment beaucoup plus retenu. J'aimerais donc savoir comment vous aimez cette passion de l'écriture. Elle est venue très jeune, ça c'est sûr. Et elle est venue avec la lecture en fait. Avec la lecture, j'ai beaucoup lu, je lisais beaucoup déjà très jeune, déjà parce que j'ai trouvé des livres à la maison, chez moi, où je vivais avec ma mère, mais aussi chez un oncle, Jean Roger, chez qui j'étais souvent. Il avait une très belle bibliothèque, il a une très belle bibliothèque. Euh, donc ça me rappelle que je dois lui demander des livres privés. Bon, ça, voilà, il a une très belle bibliothèque que j'ai fréquentée très jeune, où j'ai pris beaucoup de goût à la lecture. Et d'ailleurs, moi j'ai perdu mon père très tôt, mais quand j'allais déjà dans ce qui fut le salon de mon père, il y avait aussi une grande bibliothèque avec beaucoup de vieux livres, une collection de prix Nobel. Voilà, donc j'ai lu très jeune. Et comme je lisais un peu au hasard des livres que j'ai rencontrés, j'ai très vite rencontré des livres, je veux dire, normalement qu'on lit un peu plus tard. Voilà. Mais déjà tout Voilà. petit, vous le lisez Voilà. déjà. À 12 ans, j'ai essayé Bergson parce que c'était dans les rayons parmi les livres que mon père avait laissés. Je ne comprenais pas grand-chose, mais tout de suite, ça te met dans une atmosphère particulière. Et puis, j'ai eu la chance d'étudier dans une école où il y avait une très belle bibliothèque. Où il y a une très belle bibliothèque. On peut connaître à l'école. C'est l'école Moloko les Gazelles, c'est à Yolo. Pour ceux qui connaissent Yolo, ils connaissent certainement. C'est une école à Yolo. Donc, j'ai été confronté au livre très jeune. Et donc, en plus, il y a un élément, on va dire aggravant, c'est que j'étais un enfant timide. Et donc, en dehors des amis de l'école, comme on dit, je n'avais pas beaucoup d'amis. Dans le quartier, je n'avais pas beaucoup d'amis. Et donc, quand j'étais à la maison, j'étais dans ma chambre en train de lire un livre. J'ai toujours eu l'amour des histoires, écouter des histoires et puis les raconter. J'aime bien raconter des histoires, dans tous les sens d'ailleurs. Hein. Enfant, j'étais un peu farceur, je racontais des histoires, j'inventais des histoires. Donc, tous ces ingrédients, je pense, ont fait que très vite, j'ai commencé à écrire des histoires, raconter des histoires, écrire des petits poèmes et tout ça. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a, il y a un auteur particulier qui a suscité en vous, qui a eu à attiser en vous ces désirs de... Je peux pas dire qu'il y a un auteur en particulier qui m'a vraiment incité à écrire. C'est vraiment, comme j'ai dit, j'ai rencontré une littérature. J'ai rencontré des livres, et j'ai eu comme ça des vagues. Comme j'ai dit au début, je lisais au début c'était des anthologies, avec des extraits, ce qu'on utilise comme manuel scolaire. Mais après, quand j'allais dans la bibliothèque de mon père, il y avait Bergson, il y avait Anatole France, il y avait des Allemands, c'était Mann, je crois. Euh, donc voilà, c'était puis à l'école. Là, j'ai commencé surtout, commencé par hasard un jour un peu par défi. Un ami m'avait défié de prendre les plus gros livres qu'il y avait dans la bibliothèque, je vais avoir 12 projets.
C'est fait que les plus gros livres qui avaient en 3 tomes, c'était Tolstoï, Guerre et paix. J'ai découvert la littérature russe par Tolstoï et je suis resté amoureux de la littérature russe jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont fortement marqué quand même. Tolstoï parce que c'est lui que je découvre en premier, mais ensuite Dostoïevski à cause de la profondeur, on va dire, psychologique de ces personnages et la manière dont il peignait les drames humains les plus graves, les plus profonds, mais en gardant justement l'humanité de ces personnages. C'est quelque chose qui m'a touché très jeune. Donc il y a eu une vague, on va dire, une vague russe. Et puis par la suite, j'ai découvert les auteurs américains, Steinbeck en particulier. J'étais très marqué par son petit roman, je pense que L'homme et la souris, je crois. Et donc j'ai beaucoup, vraiment j'ai rencontré les livres de manière générale. Mais les écrivains africains. Alors curieusement, oui, je veux dire les écrivains africains, c'est tardivement que je les ai rencontrés, généralement on va dire vers la fin de mon école secondaire, que j'ai commencé à lire les écrivains africains. Et d'ailleurs, par le hasard des livres disponibles dans la bibliothèque, j'ai plutôt commencé par lire des écrivains africains anglophones, des pays anglophones traduits, bien sûr, Wole, Ngungia Thiong'o. Donc, c'est ceux-là par ceux-là que j'ai commencé à connaître. C'est vraiment après l'école que je découvre la littérature africaine francophone, y compris congolaise, notamment parce que j'ai continué à fréquenter les bibliothèques, notamment à la Halle de la Gombe. Puis, voilà, c'est là que je découvre cette littérature africaine que je continue à pratiquer et à lire aujourd'hui. Vous avez une vision un peu large de la littérature. Vous avez eu à lire les écrivains américains, français, tout ça du monde occidental. Mais lorsque vous essayez un peu de comparer dans le style, dans la manière dont les autres s'y prennent, comparer un peu les œuvres de ces écrivains-là et ce que nous, les Africains, avons produit au fil du temps, est-ce que vous avez trouvé quelle différence? On va dire dans la forme actuelle, moderne de la littérature, parce que la littérature, c'est pas que les livres imprimés. La littérature, c'est d'abord une parole qui est portée, une parole qui, on va dire, qui s'inscrit dans le vécu d'un peuple en particulier. Et cette parole-là, qu'on appelle littéraire, elle a toujours existé chez nous, même dans les sociétés traditionnelles. Elle était souvent orale, mais elle existait. Et il y a eu, en plus, elle a été aussi écrite. Donc, ce n'est pas suffisamment dit. Donc, la parole, le travail sur la parole, qui est la littérature, le travail sur les mots, a toujours existé dans nos sociétés. Et, mais la littérature moderne, on va dire, est de très grande africaine et de très, très grande qualité, aussi bien anglophone que francophone. Nous-mêmes, ici au Congo, on a donné au monde l'un des plus grands écrivains de la littérature mondiale, même s'il est aujourd'hui beaucoup plus connu comme penseur, comme philosophe, on va dire. Vous parlez de quel Je parle de Mudime, s'il en Valentin. faut, oui, s'il faut en citer qu'un seul, ça sera celui-là, quoi. C'est Mudime. Donc voilà, c'est l'un des, en tout cas pour moi, c'est le plus grand de notre histoire jusqu'à aujourd'hui. Il est encore vivant. Même si pour la plupart des Congolais, il est déjà mort en fait. Parce qu'on l'a enterré dans nos têtes, on l'a oublié, mais il est encore vivant. Et c'est quelqu'un qui sert de référence à beaucoup d'intellectuels africains. Comme je l'ai dit, c'est vrai beaucoup plus par sa production, on va dire, d'universitaires, de chercheurs, mais c'est un romancier de très grande qualité. Il y a eu d'autres qui sont arrivés, il y en a encore, donc c'est pas quelque chose qui se conduit de passé. Parce qu'aujourd'hui, l'un des auteurs africains francophones les plus en vue, c'est
Mwanza Mujila, et Mwanza Mujila est simplement, c'est-à-dire c'est pas le plus brillant, l'un des plus brillants du monde francophone aujourd'hui, il est congolais. Voilà. Et ça, ce sont des valeurs sûres dans le monde. Il y a aujourd'hui Blaise Diagne au Canada qui écrit et qui est reconnu comme un très grand auteur au Canada. Et maintenant, son dernier livre, Le ventre du Congo, est publié en Belgique, pardon, en France, et est très bien reçu par la critique. Bofan est en Belgique. Moi, je ne sais pas ce que c'est la littérature belge, mais pour moi, c'est le plus grand auteur, enfin, c'est un grand auteur en Corée, mais c'est peut-être le plus grand auteur belge aussi aujourd'hui. Alors, mais ici, sur place aussi, on a des grands, des très grands écrivains. Il y a un écrivain comme Vincent Lomoumé, qui, en termes d'écriture propre de style, est certainement l'un des plus grands auteurs d'Afrique du 21e siècle, même s'il est encore très peu connu, et on travaille vraiment à ce qu'il puisse être reconnu à sa juste valeur. Donc les auteurs, les écrivains, la qualité, nous en avons. Nous avons quelqu'un comme Richard Ali qui a écrit un livre en lingala, qui a été dans les extraits ont été publiés dans les plus grandes anthologies modernes, qui a été traduit directement du lingala en anglais, publié par une maison d'édition américaine. Donc il y a une reconnaissance qui existe, mais c'est vrai que par rapport à la taille de notre pays, par rapport à la place que nous avons occupée dans l'histoire, dans le développement intellectuel de notre pays, nous n'avons pas vraiment la place que nous méritons, mais c'est beaucoup plus un problème de gestion d'infrastructure, d'environnement, d'écosystème qu'un problème de qualité. Vous êtes président des écrivains du Congo. Lorsque vous regardez la tâche que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous vous dites que les écrivains tels que Moudimbe, que vous veniez de citer là, a eu à placer des premières pierres pour que vous qui êtes de cette génération puissiez avoir ne serait-ce qu'un moyen de pouvoir faire quelque chose qu'eux n'ont pas pu faire? Et donc, ça vaut ce que ça vaut. Donc, ça veut dire qu'on a l'histoire de notre littérature, même moderne, elle n'est pas récente. On commence pas avec Moudine dans les années 70, on commence déjà avec Tadi Badi dans les années 30. Et donc, il y a eu une vie littéraire qui a existé, puis il y a eu, c'est vrai, un foisonnement dans les années 70. Ensuite, je crois que c'était un peu par la volonté de... Moi, je suis convaincu que c'était quelque chose de délibéré de la part du régime de Mobutu. Il y a eu vraiment une baisse de la force littéraire de notre pays, parce que la plupart des écrivains sont partis en exil, parce qu'ils ont vu leurs œuvres être censurées. Surtout peut-être par autocensure, quoi. Ils ont préféré, il n'y avait pas la liberté pour s'exprimer, en fait. C'est que l'une des choses que Mobutu a fait, comme l'un des foyers de littérature, de la littérature, c'était la faculté des lettres de l'université de Kinshasa. Il a pris cette faculté, il a envoyé à Lubumbashi. Quand on a créé l'INASA, on a réuni toutes les universités en une grande université. Et donc, on localisait certaines facultés dans certaines villes et pas dans d'autres. Et donc, on a envoyé les facultés de lettres et de philosophie à Lubumbashi, un peu pour les exiler d'une certaine manière du centre politique qui était Kinshasa. Et donc, il y a eu la clochardisation des intellectuels, des professeurs. Ils sont tous partis, les Moudimbe, les Ngal de Pachama, ceux qui ont fait les belles heures de cette époque. Il y a eu déjà à l'époque, il y avait Elisabeth Hollande qui est encore ici qui est encore avec nous. Donc il y avait une foisonnance évidemment. Nous, ce que nous avons un héritage, donc on ne part pas de zéro. Et l'une des questions, en fait, l'un des travaux que nous avons à Écrivains du Congo, à notre association, c'est justement de connecter les différentes générations entre elles. Parce que généralement, comme il n'y a pas de bibliothèque, comme il n'y a pas de vraie politique mémorielle, tout ça, et donc les générations qui viennent ne savent même pas ce qui a été fait. Comme j'ai dit, beaucoup d'écrivains congolais ne connaissent même pas Moudimbe, ils ne connaissent pas Ngal, ils ne connaissent pas Ngandu Kachama, ils ne connaissent pas Bolia. Mais ils connaissent quand même Zambenga.
Oui, Gonesse Zamenga, c'est une chance que nous avons qu'il y ait un auteur qui était populaire et on va pas maîtriser le travail que Zamenga a fait parce que grâce à lui, beaucoup de jeunes amoureux de la lecture ont découvert la littérature par Zamenga. C'est extrêmement important ce que Zamenga a fait en fait. On a deux figures, pour moi c'est un peu les deux figures on va dire ambivalente et un peu antinomique de notre littérature, Mudimbe et Zamenga, mais qui ont joué des rôles tout aussi importants, mais dans des registres totalement différents. Parce que Zamenga, c'est lui le côté populaire, c'est lui qui a fait connaître la littérature. C'est le nom qui vient en premier, et c'est très important, c'est pas quelque chose à négliger. Et puis Mudimbe, c'est vraiment celui qui a marqué beaucoup de ce que sera la littérature les années qui vont suivre, en fait, même dans le style. En fait, il y a forcément un peu quelque chose, c'est curieux parce qu'on dit qu'on le connaît pas, on le lit, mais il est connu. Plus on le dit, plus il est connu. Oui, mais surtout, en fait, il y a un peu de Mudimbe dans chacun des écrivains qui sont venus par la suite, quoi. Mon maître, aujourd'hui, lorsque on parle dans nos différentes familles, ceux qui moi n'a pas bandi là et que son père lui demande, toi tu vas faire quoi quand tu vas grandir? Dès qu'il ouvre la bouche pour dire que moi je vais être écrivain, la première réaction de ses parents, wana musala batanzala. Yo na Congo alelo boina nga ovanda boya Alex Atanae abanda kotanga. Apparemment la lecture fait défaut. Mais comment est-ce que vous qui êtes président des écrivains du Congo, qu'est-ce que vous pensez pour essayer un peu d'enlever dans la tête des gens que écrivain eza musala nzalate, écrivain eza musala oyo mutaza musala pona il peut aussi organiser sa vie en la pratiquant. C'est une question de modélisation. Moi, j'ai grandi dans l'idée que la plupart des écrivains congolais que j'étudiais étaient morts. Tout simplement, j'étais convaincu que les Moudine et tout ça, ils étaient morts. Et ça, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que dans nos sociétés, on ne les met pas en valeur. Aujourd'hui, en fait, on met en valeur le modèle congolais absolu, c'est le politicien. C'est d'ailleurs pour ça que, voilà, vous avez 250 députés qui veulent tous devenir ministres. Ouais. Donc, on a un vrai problème de modèle, pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce qu'ils ne sont pas mis en valeur, en fait. Il y a combien d'avenues qui portent le nom d'écrivains congolais? Il n'y en a presque pas. Il y en a pas. De mémoire, il n'y en a pas. Il n'y a pas une place d'écrivain à Kinshasa, par exemple, mais il n'y a rien pour les écrivains. Donc, ce sont des choses comme ça. Il faut travailler sur notre mémoire. Il faut travailler sur la préservation de notre patrimoine. C'est bien et c'est une belle chose que, par exemple, en désignant le nouveau ministre de la Culture et Art, on lui a ajouté patrimoine. Et notre patrimoine, c'est pas seulement le patrimoine physique, c'est aussi le patrimoine immatériel. Ça veut dire, aujourd'hui, on se bat pour que la rumba soit inscrite au patrimoine mondial, du patrimoine de l'humanité. Mais il y a autre chose aussi, voilà. Notre littérature, c'est notre patrimoine aussi. Il faut préserver ce patrimoine, il faut le mettre en valeur, il faut que les enfants qui grandissent connaissent les musiciens, il faut modéliser. Et puis dans l'absolu, c'est vrai, le travail de musicien, enfin le travail d'écrivain, c'est un travail difficile. Dans le monde entier, il y a une minorité d'écrivains qui vivent de leur plume. Il y a une grande majorité qui sont obligés de faire autre chose à côté, parce que sinon, ça reste quand même galère. Donc ça, c'est une réalité. Mais là, ailleurs, on compense ça par le fait que les choses de l'écriture, les choses de la littérature ont beaucoup de prestige, en fait. Donc il y a ce côté prestigieux qui fait que même celui qui fait autre chose, ailleurs, tous les politiciens, ils écrivent un livre au moins dans leur carrière. Et d'ailleurs, on sent que quelqu'un veut avoir des ambitions présidentielles, par exemple en France, parce que dans les années qui viennent, dans les 2 ans qui viennent, il sort un livre. C'est un des signes. Donc, sortir un livre, c'est quelque chose de prestigieux. Tout le monde veut sortir un livre, faire de la littérature et tout ça. Et donc, c'est ce côté-là qu'il faut travailler. Et c'est ce travail que nous faisons. Notamment, et ça, c'est
c'est une occasion de le faire avec les deux prix qui ont été lancés à partir de Kinshasa. Et on va dire patronné par le président de la République, les prix, le Grand Prix panafricain de littérature et le Grand Prix congolais du livre. Ça participe justement de ce prestige-là. Parce que désigner un écrivain aujourd'hui et dire que celui-ci a sorti un roman et qu'il a été célébré, et que voilà, le président de la République lui remet personnellement un prix dans une cérémonie grandiose, que j'imagine grandiose, et tout ça, pour un enfant qui a 10 ans, c'est des choses comme ça qui peuvent faire d'être une ambition de devenir écrivain un jour. Autant vous publiez le livre. Vous avez, votre premier ouvrage, c'était Mes J'aime. Ouais. Et ensuite, après Mes J'aime, il y a eu Cœur et Télé. Mais les quelques années que vous avez fait en tant qu'écrivain, quand vous venez au Lota, je peux te dire que tu t'es retrouvé en tant qu'écrivain. J'ai gagné un peu d'argent, mais c'est clair que si je devais vivre de ça, je serais en situation très délicate. Je n'ai pas gagné beaucoup d'argent, mais il n'y a pas d'économie du livre pour gagner de l'argent ici. On ne peut pas vivre du livre ici parce qu'il n'y a pas d'économie du livre. Et donc c'est quelque chose à construire. Tout est à construire en matière de littérature, mais comme je dis, on ne part pas de nulle part. Donc il y a des choses qui peuvent être faites et c'est possible de les faire. Il n'y a rien d'impossible. C'est clair, moi, en tant que président écrivain du Congo, mon mandat va finir, on va dire, dans 2 ans et demi à peu près. Je n'aurai pas tout fait, je pense, mais je vais au moins contribuer avec les amis avec lesquels on travaille à placer des jalons qui vont permettre de construire quelque chose par la suite. Aujourd'hui, vous êtes président des écrivains du Congo et le pays est confronté à un virus que beaucoup ne tiennent pas compte, ça passe un peu inaperçu, mais ça existe quand même. Il y a le tribalisme. Un Moulouba au pouvoir, c'est un Moussaïli en congé. Lui, en tant qu'écrivain, président des écrivains du Congo, comment est-ce que écrivain, il y a le loup à Rorobunda pour éradiquer le tribalisme? En fait, on a un rapport qui n'est pas sain avec la question de la tribu, je pense. Ce rapport n'est pas sain et je ne vais pas faire de l'anthropologie, de la sociologie ici. Mais, il y a moyen de répondre à ça, mais... Oui, c'est-à-dire que tant que tala makambo ya eloko tobengi ba ekolo na biso esika touta totalaka yango malamu te. Réaction tozalaka nango ezali soit kokomisa yango eloko moko oyo kolongola baninga, koexclure baninga, soit kolobaka ezali eloko moko ya soni mpo kobomba. Et nakanisi ke na nyonso mibale wana eza faux boule. Boule ya solo ezali que ngai ndenge naza boye, ngai aloba ngai naza originaire de Kinshasa, nabotama na Kinshasa, nakoli na Kinshasa. En tout cas, soki nakanisi eloko moko ya Congo na okanisa nanu lemba yolo avant nakanisa nini epa babanianga kuna esika tata na mama nanga bauta. Mais tata na mama na ngai bazali bauta kuna et pour na ngai ezolobelanga quelque chose, ça eza na valeur pour na ngai, mais eza valeur moko il faut permettre ngai kotonga pas kolongola baninga to kobundana baninga. Donc tokoki kotonga na ba oyo tozali. Eza eloko moko, eza eloko ya mabe te, kozala mokongo eza mabe te, kozala moluba eza mabe te. Mais eza eloko oyo il faut koutiliser yango mpona kotonga. Po mboka oyo esalama po bakongo bazalaki, baluba bazalaki, bangala bazalaki, balengi bazalaki. Mais lelo biso nyonso toza bakongolais, kombongo ekutaka te, po te pa bakongo. Biso nyonso esika tozali tokoma kobina mutuashi ngo ekutaka te, ute pa baluba. Donc eza eloko au contraire il faut eza kokolisa biso nyonso, koenrichir biso nyonso, eza eloko ya ko nini te. Donc il faut beaucoup plus tozala nango na makanisi neti
eloko moko ezokoenrichir culture na biso na bomoto na biso, mais na makambo etali politique, na makambo etali kosala baaffaire toza na besoin na yango te. Donc oza na besoin te ya koyeba ke motu boye mpona kozwa moto na mosala na besoin koyeba te soki aza mokongo soki ngaku nayebi te. Awa toza na cabinet wana aza na baavocat, toza na baavocat ebele. En tout cas, dernièrement, tu m'as solo landé na tunaki. En fait, et on se rend compte que une grande majorité, ils allaient, majorité et pas la bise à Balouba. Je crois 13, 12, 13, majorité à Balouba. Ceci, dans mon angala, il n'allait y avoir avant. Mais ceci, on les a dit. Nazaki n'a problème dans les ara. Oui, bien Moussala, oui, Biyaka. Oui, on va en battu, c'est bon. C'est tout. To développer na ba terme ba. Mpangi plus mpangi égal mpangi, mono plus mono égal mono. Mais ça allait bien, sauf que mpangi est un an. Et tu prends un gars. Moni et l'autre zobo sana. De toute manière, ngala za la confiance pour la dans sûr que makambo est un tribalisme et ko fa yango moko. Pour déjà génération ya bana oyo bazobo tama la awa na ba ville principalement na ba ville. Génération là et kozala rare okuta la mutu moko aza kaka mkongo. Ozara soko landele bien na Kinshasa ezaka bon maman za boye papa za boye. Donc muke eko sila nango. Eloko ndezo sala lelo ezali simplement que ba politicien baza ko ba utiliser yango soki bazangi ba argument. Moni bango on va se retrouver quelque part. Voilà, donc dans les deux sens ba koma ko utiliser yango. Soki mutu alingi ba lingaye amoni ke nini moyen ta okene pa nga za ndeko na bino. So amoni ke moninga bazolinga ya lingi balingete akoba te ye kuna za mutu ekolo mutu. Donc ezali lo mo ba politicien bazosala mais culturellement nini ezali lo mo muke eko kende na na kosila en tant que identification nationale et tout ça. Mais otikala comme culture na biso eza eloko mabete ke tikala ke mutu aza muluba yeba kaza muluba que voilà que auta boye sika boye et tout ça, il faut pas tout se couper na isika to uta parce que auta boye auta na pas baluba ezara boye ouais auta pas ba konga que ezara boye ba lisolo na bango banda boye et tout ça bazaka na roi boye, c'est beaucoup plus mwana nde faut ko yekolisa faut yekolisa par exemple na école histoire ya ba royaume na biso, c'est-à-dire mutu aza na Katanga kuna bazotangisa ye masolo ya ba royaume ya Katanga, bazotangisa pe masolo ya royaume Congo, bazotangisa ye Swahili parce que eza eloko mosusu pe faut kosala, mais bazotangisa ye pe Kikongo moni na ba Congo bazotangisa bango Swahili, bazotangisa bango pe Chiluba. Mais eza na politicien moko utaki kozwa mokano mpona ye aproposaki te lingala ezala un peu éradiqué na province na ye. Il a besoin qui était landé ezala un peu valorisé. Yo en tant que président ya ba toza na besoin ya kobakisa eti bana mike mwana moke akoyekola 3 langues aza na besoin ya koluvandike te boyekolisa ye na lingala na tikitite na français babe eza wapi on n'a pas aza na besoin ya kolongola moko te mingi na bandako na biso ekomaki mwana so azoloba lingala. Ouais, maman, toi, arrête de parler lingala, c'est la langue une langue vulgaire. Arrête de parler Kikongo, tu veux être un villageois. Arrête de parler Chiluba. Toujours peut sa mine français pouvoir. Oui, mais maman, on a eu moko, sur la vandi, bana, yo ba musique. Musique on ba yemba on a langue. Parce que ça hypocrisie, en fait, comme y est batté en réalité. Tomiye bakandete, tomiye bakate que tozalinga lo bara toujours que biso ba écrivain en tant que tel to choix moi moké pour représenter mboka en réalité les noms so balobi ma français baloba le français de la langue de Voltaire, anglais baloba la langue de Shakespeare, français allemand baloba la langue de Goethe. Donc bala bango nyonso baotanga ba écrivain mais biso eza biso te ba écrivain ya solo eza ba musicien biso lingala ya lwambo eza lingala ya lutumba eza lingala ya Kofi, eza lingala ya Wemba. Donc c'est ça le et donc lingala wana eza eloko moko ya valeur parce que lelo ngala kenda Côte d'Ivoire moi mbala ebele
Et rien que le fait naza congolais, et voilà on peut savoir beaucoup momoko boye mpona musique na biso bayebi banzembo na biso na lingala bayebi bamoyi ya lingala mpona musique na biso. Alors moto azoyoka yango soni awa seka comprendre eloko moto eza kozanga komiyeba. Donc l'une des choses les plus stupides que j'ai toujours considéré ici, c'est le fait qu'on interdise de parler lingala dans certaines écoles et dans certaines familles. C'est quelque chose de complètement stupide. Bamsou balobaka le français, langue de Molière, langue de Voltaire. Biso pe ya faki ezalaka le lingala, le Congo, pays de Panda Farnama. Non, mais yango nazoloba en fait, il faut kozwa culture na biso ndenge ezali na richesse nango nyonso. Culture na biso lelo moderne eloko oyo esali ke Congo eyebana ezali musique na biso. Nalobi lelo na bamilio ya intellectuels africains, et quand je parle des intellectuels, je parle des intellectuels de très haut niveau. Quand on parle du Congo, il va Mobimbe, je vois. Mais dans le milieu Afrique, de manière populaire, quand on parle du Congo, on voit Papa Wemba. Et ça, c'est une richesse. Il a Papa Wemba, il a Kofi, il a Fali Lelo. Mais depuis quoi, il y a Luambo et tout. Et ce Congo-là, de ce Luambo, de ce Papa Wemba, c'est un Congo qui fait fantasmer l'Afrique. Ça nourrit l'Afrique noire en particulier, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. C'est énorme en fait. On ne sait pas quelle richesse nous avons ici avec notre musique notamment, et donc avec notre culture. Et aujourd'hui, moi, ça me plaît en particulier de voir que la génération des écrivains actuels, c'est une génération qui est en phase avec ça, qui comprennent la richesse qu'ils peuvent tirer de notre musique, par exemple. Donc, et même dans le style, quoi. On sait, le style littéraire congolais moderne est en train de se rumbaïser. C'est un style qui danse, c'est un style qui... C'est ce qu'on retrouve un peu dans Pierre et Télé, mes jeunes. Vous avez essayé un peu de rumbaliser les... Bon, moi, j'ai pas essayé. Moi, j'ai juste écrit, mais comme j'ai dit, je suis écrivain. Et l'écrivain écrit toujours de quelque part. Moi, j'écris de Kinshasa. Donc, je porte Kinshasa dans mes mots, même quand mes mots sont en français. Quand ils sont en lingala, encore plus. Et Kinshasa, tu peux être poète, dans le monde entier, tu peux être poète en choisissant ta voix comme tu veux. Et je pense que pour être le poète de Kinshasa, pour être un poète de Kinshasa, pour être un poète qui parle d'ici, qui parle la voix d'ici, il faut forcément que tes mots dansent un peu la rumba. Il faut forcément que tu danses la rumba et que tu vogues un peu sur le fleuve Congo. Je pense que c'est les deux horizons en fait qui nous construisent ici en tant que écrivain, en tant que citoyen, en tant que personne de ce ville. On se définit par ça, même dans le refus de ça. Hein. Je pense par exemple ceux qui ont choisi dans certaines églises évangéliques, en fait, mais ils se définissent contre la rumba. On parle de cette ville et on part de cette ville. Et même ceux qui sont partis de cette ville, ça veut dire qu'ils sont sortis, qui sont en exil, continuent à partir et à parler de cette ville. Et ça vaut aussi pour tout le pays, quoi. Donc, quand on part, même physiquement, on amène toujours un peu de la terre, de sa terre natale dans les chaussures. Voilà, et a fortiori quand on est ici. Donc, voilà, c'est ce que je pense en tout cas. Vous avez évoqué la ville de Kinshasa comme un socle de talentueux écrivains. Mais comment faire pour essayer un peu de redonner à cette ville sa valeur qu'elle avait, sa valeur d'antan quand les gens tels que les Manu Dibango venaient ici, les Léon Gontran Damas, tous ces gens-là qui venaient, tous ces étrangers qui venaient ici. Comment faire pour redonner aux gens cette envie de pouvoir prendre plaisir à produire le meilleur d'eux? Donc, il faut qu'on ait de l'ambition. Cette ville a besoin d'ambition. Parce que, comme le disait Lumumba, le Congo n'est pas trop grand. Il nous demande de la grandeur, nous. Et c'est cette ambition que nous devons avoir d'être grand. Et ça vaut principalement parce que
ils sont principalement aujourd'hui le problème, on va dire, nos dirigeants, la classe politique, mais ça ne vaut pas que pour eux, en fait. Nous devons avoir de l'ambition collectivement dans ce que nous faisons. En tant qu'écrivain, en tant qu'avocat, en tant que journaliste, en tant que musicien, en tant que peintre, nous devons avoir de l'ambition pour nous-mêmes, pour notre pays, pour la ville dans laquelle on vit. Je pense qu'il y a un déficit d'ambition dans la manière de conduire ce pays et cette ville. Moi, je pense que euh, quand je regarde, par exemple, les affaires de détournement d'argent, pour moi, ça illustre vraiment ce défaut d'ambition. Ça veut dire que celui qui est, on va dire, ministre ou dirigeant ou gouverneur et qui détourne 10 millions de dollars, c'est un gars qui manque de l'ambition. Parce que ce pays peut faire, parce qu'il prive, cette ville avec 10 millions peut créer 100 millions, peut créer 1 milliard s'il y a de l'ambition. Parce qu'elle a un potentiel extraordinaire, humain principalement. Et donc nous devons apprendre à avoir de l'ambition. Et nos petits textes, c'est vraiment c'est pour ça que le monde est si grand en fait. C'est parce qu'il a très vite compris, il a mis les mots sur nos mots en fait, sur nos failles, nos fêlures. Et il a tout de suite compris. On a un problème de grandeur. Nous devons être grands. Nous devons voir grand et nous devons faire grand. Et aujourd'hui, en voyant comment est-ce que les bistrots, les bars sont en train de pullulé dans la ville, comment vous, écrivains, trouvez le moyen pour essayer un peu de transformer ces besoins de prendre la bière du premier jour de la semaine jusqu'au dernier jour de la semaine? Comment est-ce que les gens comment vous comptez vous y prendre pour essayer un peu de donner aux gens ce goût de la littérature pour que ces besoins soient un tout petit peu atténués? Le besoin de prendre de la bière n'est pas incompatible avec de la littérature. J'ai même envie de dire au contraire. Bon, cela dit, moi je ne prends pas de la bière, je prends quand même de l'alcool. Le besoin de prendre de la bière, c'est pas un problème en soi. Cette nature festive que nous avons n'est pas un problème en soi. Parce qu'on peut même en faire une solution si on veut. Mais ça, j'entrerai dans beaucoup de considérations philosophiques si je me lance là-dedans. Donc c'est pas ça le problème. C'est vrai qu'on a un problème de travail parce que on ne met pas suffisamment le peuple au travail, probablement parce qu'on ne lui donne pas suffisamment de travail, on ne lui donne pas des opportunités de travailler. Et voilà, et donc la bière, c'est à la fois une manière d'échapper à tout ça, l'alcool, la fête, c'est une manière d'échapper à tout ça, mais ça peut devenir une manière de construire. Ça dépend de la manière, c'est là que je dis qu'il faut être grand dans tout ce que nous faisons. C'est la manière, qu'est-ce qu'on offre à ce peuple, qu'est-ce qu'on construit avec lui. Quel est le contrat? Si le contrat, c'est devenir ministre et entrer dans une grosse jeep en étant tout mince, en sortir un peu tout gros, avoir du mal à descendre parce qu'on est devenu gros, et que ça se répète à l'infini, ben, ils vous regardent faire, le peuple, il vous regarde faire, il démissionne en fait. Ici, chez nous, les policiers démissionnent rarement, mais le peuple a déjà démissionné, ils vous regardent de très loin. C'est un peu ce que vous avez repris ici dans votre livre, Baté Kimboka. Oui, c'est un peu l'idée que je reprends d'un peuple qui a démissionné complètement de la chose publique et qui regarde ça de très loin comme un étranger. Et voilà, donc, parce qu'on lui offre quoi? Il faut offrir quoi à ce peuple? Si on est dans une logique d'exploitation, de création de l'argent pour soi-même et pour éventuellement des commanditaires étrangers, on a rien compris, quoi. Donc, voilà, il faut offrir quelque chose, il faut donner quelque chose au peuple. Et de la même manière que toutes les tares que nous condamnons, la corruption et tout ça, qu'est-ce qu'on offre au peuple? Vous n'allez pas dire à un fonctionnaire qui n'a pas à manger, juste d'arrêter de prendre 2000 francs pour, ou je sais pas moi, 10 dollars pour faire un acte de naissance, tout ça, peut-être en fermant les yeux sur certaines irrégularités. Si vous ne lui offrez rien, et offrir quelque chose, c'est pas seulement de l'argent. Offrir quelque chose, c'est aussi offrir de l'exemple.
Parce que sans leadership exemplaire, on parviendra à rien du tout. Donc, c'est vraiment tout cet ensemble de choses. Parce que la facilité, c'est de dire, ah, on a un peuple fainéant. Non, on n'a pas un peuple fainéant. On a un peuple à qui on n'offre pas de perspective. D'accord, merci. On va un peu s'apaisantir sur votre dernier ouvrage, Bate Kimboka, qui est publié aux éditions Zoe. Et c'est vraiment un livre très intéressant. Bate Kimboka. Pourquoi d'abord ce titre, Bate Kimboka? À la base, moi, je l'avais appelé En attendant le train, parce que c'est un peu l'idée de la trame. Enfin, c'est la trame de l'histoire. Il s'agit d'un train qu'on attend. Mais par la suite, il y a des mots qui sont venus, qui tout naturellement, une scène où le peuple s'écrit Bate Kimboka, mais Kasibiso Tolingi en côté. Et donc, au moment de choisir le titre définitif, c'est ce mot-là qui est revenu, parce que c'est quelque chose aussi que, en fait, vendre le pays, c'est quelque chose qui est récurrent. C'est une idée qui est récurrente. Je me rends compte d'ailleurs que je suis pas le seul qui aborde cette question de vendre le pays. Il y a par exemple Silzo dans Anzaki, écrivain congolais aussi, qui a dans une de ses pièces fait la plaidoirie ou le plaidoyer pour vendre le pays. Et donc cette idée de vendre le pays, c'est une idée fortement populaire. Hein. On dit ah Bate Kimboka exactement ce qui se répète chaque jour, à chaque fois qu'il y a un couac quelque part, on se dit Amboka on va Bate Kango comme ça, oui, oui, tantôt on craint que Bate Kamboka, tantôt on souhaite que Bate Kamboka. Mais en réalité, la vraie question est-ce que ce pays n'est pas déjà vendu? Est-ce qu'il nous appartient toujours d'abord? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt le racheter? Vraiment. La vraie question, c'est peut-être qu'il faut racheter le pays. Mais bref, c'est quelque chose qui est dans notre imaginaire, quoi, l'idée d'un pays vendu. Parce qu'à la base, notre pays, c'était un bien. C'était un bien qui appartenait à Léopold II. Et je pense que c'est peut-être avec ça qu'il faut qu'on fasse la paix. Il faut qu'on dialogue avec ça, avec le fait que nous sommes factuellement quelque chose qui était un bien. Dépendant d'un groupe d'individus. Oui, d'un groupe d'individus. Et donc, il y a toute une logique derrière tout ça qui fait que les successeurs de Léopold II, que ce soit la Belgique, au début du siècle passé, que nos dirigeants en 1960, ont repris la logique de Léopold II sans chercher à s'en départir. Alors la solution, c'est nous. Parce que nous existons en dehors de cette logique de Léopold II. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, et c'est parfois controversé, que le Congo, en fait, n'a pas été créé par Léopold II. Le Congo a été créé par les peuples qui existaient ici avant et qui ont occupé cette terre avant. Léopold II, lui, il a créé un comptoir. Mais ensuite, quand il s'est agi de créer le Congo, ce sont ces peuples-là qui existaient ici avant, qui en fait ont réussi à trouver une raison commune de combattre et donc de construire pour quelque chose. Demander l'indépendance pour rester ensemble, et donc qui ont construit quelque chose. Mais cette chose qu'ils ont construit, ils ont pris ça dans le fait que cette terre leur appartenait, qu'ils appartenaient bien avant Léopold II. Donc, dans cette perspective-là, Léopold II, c'est un accident de l'histoire. C'est un accident sur quelques années, quoi. Mais les peuples qui sont ici sont des peuples millénaires. Et le Congo que nous construisons hérite de l'histoire de tous ces peuples, qui est une histoire millénaire. Et donc, il faut donc changer de perspective. La colonisation doit, dans nos têtes, déjà cesser d'être l'événement le plus important de notre histoire. C'est comme ça que j'avais, pour moi, soutenu que nous devons cesser de faire du 30 juin, notre fête nationale. C'est une date importante, on va pas se passer. Mais notre fête nationale, ce n'est pas le 30 juin. Le 30 juin, c'est la fin d'un accident. On peut prendre par exemple le 4 janvier, parce que le 4 janvier, c'est un peuple, ces peuples-là qui existaient avant la colonisation, et tout ça qui, un jour, se sont rués du stade vers le stade, autour du stade, pour quelque chose qui construisait en fait un idéal commun. Et donc ça peut être quelque chose, quoi. Ça peut vraiment être quelque chose. Je préfère encore que la lutte contre la colonisation soit notre fête, plutôt que la concession de cette colonisation par le colon, et de manière piégée, biaisée et tout ce qu'on veut, avec tout le poison qu'ils ont mis dedans le 31. Parce que le 31, c'est le jour où on nous a remis un cadeau empoisonné. Il faut être fou pour diriger cette cité, comme il la dirige. Donc, un chef dont vous
vous avez fait mention dans le livre, il faut être fou pour diriger cette ville comme il la dirige. L'argent des mines pendant des années n'a pas profité à la cité, mais à ses poches et à ses proches. Quelque part, c'est là de mettre en relief la manière dont nos dirigeants nous dirigent. Moi, je peux pas être écrivain congolais comme, voilà, je peux pas être écrivain congolais et parler du beau temps du vent simplement. Donc, il y a une réalité, c'est que les dirigeants prennent ces richesses et en profitent eux-mêmes personnellement dans leurs proches. Mais ça n'a aucun sens et c'est ça la folie parce que ça n'a aucun sens. Comme je te disais, détourner 10 millions en privant l'ensemble de la communauté du milliard, dont on aurait profité dans tous les cas, ça n'a aucun sens. Être obligé d'avoir une Jeep pour à peu près bien vivre parce qu'on n'a pas construit des routes, alors qu'avec un pays normal, avec des routes normales, on aurait eu une Porsche par exemple, ça n'a aucun sens quoi. Voilà, nos millionnaires congolais, ils peuvent pas se promener en Porsche à Kinshasa. Parce que les routes ne sont pas en bonne Parce qu'il n'y a pas de route. Tu n'es pas vraiment riche dans ce cas-là. Tu ne peux pas dire que tu es riche. Si tu dois avoir le bruit d'un groupe électrogène pour compenser le fait que tu n'as pas de courant, tu ne peux pas dire que tu es riche. Si tu dois avoir une grosse citerne au-dessus de ta maison pour avoir de l'eau dans un pays qui aurait pu avoir de l'eau courante sans tous ces artifices, tu n'es pas riche. Il faudrait avoir si tu dois prendre l'avion chaque fois que tu dois te soigner, avec le risque de mourir à l'aéroport, dans l'avion ou même dans la route, en route en train d'aller vers l'aéroport, tu n'es pas riche. Tu es juste con. Tu es riche juste pour accéder à des choses qui normalement auraient été accessibles à tout le monde. Et pour ça, avec des contorsions inimaginables. C'est de la folie, effectivement. Il y a beaucoup de folie quand même dans la manière dont on nous dirige. Il y a une folie énorme. Ça n'a aucun sens. Les pauvres vomissent de faim. Parfois, l'estomac en a marre d'attendre que ça entre, alors il racle le fond de ses parois. Oui, ça veut dire que la faim, elle est tellement... La malnutrition, la faim, on est en manque de nourriture, alors qu'on a la forêt. Le Congolais, c'est quelqu'un qui a faim ou qui a peur de la faim. Et c'est pour ça que je dis on n'est pas riche. Les riches ne sont pas riches dans ce pays. Ce sont des gars qui ont peur de retomber dans la famine. Parce que l'une des caractéristiques des économies comme la nôtre, c'est que c'est l'instabilité. Même quand tu es riche, tu ne sais pas si tu es riche pour combien de temps. Donc, et ça contribue encore à créer des prédateurs parce qu'on veut accumuler le plus possible pour s'éloigner le plus possible de la faim. Et donc, on est dans une société des gens qui ont faim ou qui ont peur d'avoir faim. C'est inouï, mais on a vraiment des dirigeants qui sont juste des pauvres dans leur tête. Ils sont misérables, ceux qui volent l'argent de ce pays, parce qu'ils ont juste peur d'avoir faim. Et on est tous dans cette logique-là. Il y a ceux qui ont faim, ceux qui essaient de s'éloigner de la faim, ceux qui pensent qu'ils ont... D'ailleurs, l'expression est courante, Allo Nzala. Et on a vu ça avec excusez-moi, l'un des premiers ministres que nous avons eu ici, parmi les plus incompétents, qui, quand même, avant de partir, s'est battu pour qu'il y ait une loi qui assure ceux qui ont été ministres de plus qu'une fois dans leur vie de ne plus mourir de faim. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. De pouvoir faire de sa vie une dépendance du trésor qu'on a eu à piller pendant qu'on était... Voilà, mais parce qu'ils se rendent compte pourquoi... Enfin, on sait tous comment les ministres vivent. Ils sortent généralement assez enrichis. Mais cette obsession de continuer à profiter du trésor public, c'est une peur. C'est juste la peur parce qu'ils savent qu'à cause de cette économie qui n'existe pas, voilà, même le plus riche ici n'est pas à l'abri de retomber dans la misère. C'est une incertitude. Nous sommes un pays de l'incertitude quand même. Nos députés, lorsqu'ils viennent solliciter les voix du peuple, ils viennent toujours avec un morceau de chinchard, quelques morceaux de pain et puis quelques pagnes, une bassine d'eau. Ils disent, donnez-moi. Au fond, leur ambition, c'est d'abord être député, ensuite devenir ministre, comme on le voit aujourd'hui. Je veux dire, puisqu'on est dans une logique de chacun prend un peu, pourquoi ceux qui sont ministres
aurait le droit de prendre plus que... Voilà, on est dans la même logique. C'est la même logique avec les assemblées provinciales, en fait. Pourquoi on a autant de motions de censure? Actuellement, il doit y avoir une dizaine de motions de censure en cours, quelque part, forcément. Depuis le début, je pense qu'on doit avoir dépassé la vingtaine de motions de censure. Pourquoi? Parce que, oui, quand la logique, c'est que quand tu es là, c'est pour t'occuper de ta famille. Voilà, pourquoi les députés vont te regarder, les députés provinciaux vont regarder le gouverneur s'amplifier tout seul. Il n'y a aucune logique, donc voilà, eux aussi, ils veulent avoir voilà, il faut que le gouverneur a solo la bien, pour tout dire bien. Voit que tout le monde mange, Baliara Yomorote. J'aimerais que vous nous parliez en quelques mots, c'est que récemment dans les réseaux sociaux, vous avez publié un séminaire qui se tiendra au Congo central, qui réunira les étudiants du Congo central. Que vous pouvez un peu nous en dire un peu plus? L'association qui s'appelle le SALIC. Oui. Non, le SALIC, c'est en fait le nom de l'événement, c'est le salon littéraire du Congo central, qui est une initiative des jeunes du Congo central, des écrivains, mais aussi des amoureux de la lecture. Je crois que l'association, si je ne me trompe pas, c'est AMG. Mais en tout cas, il y a Fumubuku notamment. Yeah. Kitungar notamment. Donc, il y a qui dans le projet. Ils ont monté ce salon littéraire parce qu'ils voudraient justement qu'il y ait on va dire de la littérature partout. Ils veulent que ce foisonnement qui existe puisse s'étendre partout et que voilà, on a l'habitude d'avoir Kinshasa et puis le reste, mais la littérature a besoin de se nourrir et de nourrir, d'exister dans toutes les provinces de la RDC. Et donc j'espère surtout que ce salon sera une réussite, mais ensuite il va se multiplier, se démultiplier, et que voilà, il va se cloner dans toutes les provinces de ce beau et magnifique, mais néanmoins vilain pays que nous habitons. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette émission. Nous sommes très contents que vous l'ayez suivi. Quant à moi, je compte vous revoir au tout prochain numéro. Merci à tous les Congolais, à toutes ces personnes qui nous suivent ici et ailleurs. Et aussi merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Là, je pense à Deo Chiyoyo, à Maître Grec et aussi à Bonif Kayembe. Et pourquoi pas, c'est aussi pour moi l'occasion de souhaiter un bon week-end à Maman Julie, à Bobby Mokondi, à qui je souhaite un propre rétablissement, et également à toutes ces personnes qui nous suivent. Merci. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Entre nous Télévision.